Bonjour, je vous laisse vous installer pour les derniers arrivants. Alors, au nom du Conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai l'immense honneur, privilège et plaisir d'introduire très rapidement Michel Pastoureau, très rapidement puisque vous le connaissez tous. Il était d'ailleurs là l'année dernière pour la conférence inaugurale, vous l'aviez peut-être entendu. Et aujourd'hui, donc je vais le présenter quand même en un mot, donc grand spécialiste de l'histoire symbolique du Moyen-Âge, qui a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels une série d'histoires des couleurs, commençant par le bleu, et qui, très récemment, la semaine dernière, s'est achevée par la couleur jaune. Aujourd'hui, il ne vous parlera pas de cette couleur jaune, mais du bleu, un retour à ses premières amours chromatiques, on va dire, et précisément, en raison du thème qui a été choisi cette année par les rendez-vous de l'histoire, le bleu d'Italie. Et donc j'ai vraiment le grand plaisir d'écouter avec vous Michel Pastoureau aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc merci, chers confrères, de ces quelques mots d'introduction. Oui, le thème de nos rendez-vous cette année étant l'Italie, et moi-même étant historien des couleurs, j'ai cherché un sujet qui joignait les deux, et je me suis dit que l'Italie entretenait avec la couleur bleue des rapports ambivalents, ambigus même, au fil de l'histoire, et que c'était intéressant de faire un effet de zoom sur ces rapports entre l'Italie et le bleu. Je ne peux pas tout dire, mais j'attirerai votre attention sur quelques dossiers, je ferai quelques remarques. Grosso modo, l'histoire du bleu en Italie, c'est l'histoire d'une promotion. Les Romains détestent le bleu, et dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui sur la couleur préférée, en Italie, le bleu écrase tout. Donc on a l'impression que c'est une promotion continue comme ça sur 15 ou 20 siècles d'histoire. En fait, c'est plus compliqué, bien sûr. Ça monte et ça descend. Donc je vais présenter quelques dossiers et quelques problèmes. Les organisateurs nous ont demandé de quitter la salle à 15h30 parce qu'il y a des suivants qui doivent s'installer dans les minutes qui vont suivre. Donc je m'arrêterai un petit peu avant. On laissera quelques temps pour les questions si vous le souhaitez, et puis nous sortirons assez rapidement. Alors, commençons par la romantique. Dans la romantique, jusqu'à des dates avancées, personne ne s'habille en bleu. Surtout pas sous la République, ce serait complètement transgressif. Le bleu, c'est la couleur des barbares, et spécialement des Germains. Et les teinturiers romains, qui sont performants dans certaines couleurs, notamment le rouge et le jaune, le sont beaucoup moins dans d'autres. Et notamment teindre en bleu et teindre en vert, dans la romantique, c'est un exercice difficile, alors que les Germains et les Celtes sont beaucoup plus habiles pour teindre dans ces deux gammes de couleurs. Donc il y a déjà une différence chromatique. Quand des teinturiers germains vont s'installer dans l'Empire à partir du IIIe siècle, peut-être même un peu avant, ça va contribuer à répandre la mode des étoffes vertes, puis des étoffes bleues. Je vais y revenir. Avoir les yeux bleus, à Rome, c'est extrêmement dévalorisant. Pour les hommes, c'est ridicule. Et pour les femmes, c'est toujours signe de mauvaise vie. Les Romains doivent avoir les yeux foncés, éventuellement des yeux tirant vers le jaune ou vers le vert, ou le gris, mais bleu, non. Ça, c'est vraiment très, très négatif. On a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, notamment au théâtre. Quand on décrit un Germain au théâtre, toujours un personnage négatif et ridicule. On dit qu'il est obèse, crassus, qu'il a les cheveux frisés, crispus, qu'il est roux, rufus, qu'il a les yeux bleus, caesius, bleu, gris-bleu, et puis qu'il est rougeau de teint, rubicungus, c'est la totale, hein. C'est un personnage épouvantable.
Alors, il y a évidemment des changements, pas sous la République, mais sous l'Empire, notamment sous l'influence des matrones romaines qui aimeraient plus de diversité vestimentaire. Et au 1er siècle de notre ère, notamment sous Néron, on voit apparaître, l'empereur lui-même donnant parfois l'exemple, des modes orientales et des modes barbares, entre guillemets, portés sur le vêtement, pas des hommes, mais des femmes. Et donc, déjà quelques stolae, quelques robes vertes, bleues, violettes, au grand scandale naturellement des moralistes et des vieux romains. Pline l'Ancien, qui est on dirait un réactionnaire, nous aujourd'hui, est horrifié et appelle ces couleurs nouvelles des colores floridi, des couleurs fleuries, mais c'est-à-dire des couleurs frivoles. C'est vraiment la débauche. Ça retombe et ensuite il faut attendre des dates plus avancées, le IIIe siècle, pour que ces modes orientales et germaniques, beaucoup plus bariolées que les modes romaines, finissent par s'imposer, d'abord dans le vêtement féminin, puis même dans le vêtement masculin au IVe siècle. On voit des toges qui ne sont plus seulement blanches, la toge se devait d'être ou blanche ou non teinte, mais des toges d'autres couleurs et même des toges bleues. La chute de l'Empire romain n'est plus très loin. Ce qui souligne également cette méfiance ou ce désintérêt des Romains pour le bleu, c'est le lexique. Pour l'historien des couleurs, le lexique, c'est un terrain documentaire extrêmement riche d'informations, c'est même par là qu'il faut commencer. Et alors, dire bleu en latin, c'est un exercice qui n'est pas facile. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin s'en souviennent. Il y a des mots, mais il y en a beaucoup, et ils sont tous imprécis et même instables, alors que blanc et noir ont 2 termes de base très forts, rouge a un terme de base, vert lui-même a un terme de base, bleu n'en a pas. Le terme le plus fréquent, Keruleus, est d'étymologie douteuse, Varron, l'ami de Cicéron, des Romains les plus savants, qui a écrit un traité sur la langue latine, qui est en partie perdu, nous dit que Keruleus se rattache à Kera, la cire. Donc pour nous, ça fait étrange. Le mot qui veut dire bleu évoque la couleur de la cire. En fait, il y a l'idée de pâleur dans Keruleus, quelque chose qui n'est pas saturé, qui n'est pas très bien marqué. Certains philologues aujourd'hui rattachent Keruleus à Caelus, le ciel. Ça ne tient pas, ni philologiquement, ni phonétiquement, ni surtout par rapport à la couleur du ciel. Pour les Romains, le ciel est de toutes les couleurs, mais il est rarement bleu. Pour avoir le ciel bleu en Europe, définitivement, il faut attendre le tournant des 11e, 12e siècles, donc des dates beaucoup plus récentes. Et puis alors il y a d'autres mots, lividus, caesius, glaucus, pavonaceus même, qui est extrêmement précieux, venetus, indicus, couleur indigo. Bref, il y a tellement de mots qu'il n'y a pas de terme de base. Et quand les langues romanes créeront leur vocabulaire des couleurs, entre l'époque carolingienne et le XIVe siècle, le latin n'a rien à fournir dans la gamme des bleus, ni dans la gamme des jaunes d'ailleurs, de solide. C'est pour ça que c'est un terme germanique d'un côté et un terme arabe de l'autre qui vont s'imposer pour créer le lexique des bleus dans les langues romanes, pourtant issues du latin, blau, bleu, blue, ou lazur, azur. Ce sont les 2 mots qui, dans les langues romanes, signifient la couleur bleue, encore aujourd'hui, bien sûr, notamment en français, mais aussi en italien, en roumain, en portugais, etc. etc. Pour l'historien, c'est un très très bon document sur, non pas l'absence de la couleur bleue dans la Rome antique, mais le peu d'intérêt, la relative discrétion, voire le caractère péjoratif de cette couleur. Alors il y a un très beau dossier historiographique concernant la seconde moitié du XIXe siècle et même les années jusqu'à la Première Guerre mondiale autour de la couleur bleue, parce que dire bleu en grec ancien, c'est encore plus difficile qu'en latin.
Et certains philologues, certains neurologues, certains ophtalmologues, à partir des années 1860, se sont demandé si les Grecs et les Romains, au fond, n'étaient pas aveugles au bleu, puisqu'ils avaient du mal à nommer cette couleur, et que quand ils la nommaient, ça ne correspondait pas à des éléments ou des choses qui, pour nous, sont évidemment bleus. Alors, il y avait un problème qui a été débattu jusqu'à la Première Guerre mondiale, même un peu au-delà. Est-ce que l'œil des Grecs et des Romains était performant dans certaines couleurs, le blanc, le noir, le rouge spécialement, et en retard dans d'autres, notamment en retard sur les Germains, parce que naturellement les philologues allemands et autrichiens ne manquaient pas de rappeler que les anciens Germains païens, eux, n'avaient aucun problème pour voir et pour nommer la couleur bleue. Et ça dure pendant 3 générations, ces polémiques qui commencent vers 1850-60. C'est absolument passionnant à étudier aujourd'hui. Les comptes rendus d'ouvrages sont d'une méchanceté considérable de part et d'autre, entre partisans et adversaires de cette théorie des Romains aveugles à la couleur bleue, jusqu'à ce que certains érudits, peut-être plus pertinents que d'autres, fassent remarquer que on confondait perception ou vision, perception et nomination, en soulignant que dans une société donnée, ça n'est pas parce qu'on ne nomme pas une couleur qu'on ne la voit pas. Les problèmes sont plus compliqués que cela, hein. Et si les Grecs et les Romains nomment rarement le bleu ou ont du mal à nommer le bleu, c'est parce que dans leur vie quotidienne, dans leur culture matérielle, dans leur monde de l'imaginaire et des symboles, le bleu joue une place assez faible, à une place assez faible. Je me souviens d'un compte rendu qui m'avait beaucoup marqué. C'était un ouvrage d'un ophtalmologue autrichien, alors qui assurait le triomphe du monde germanique sur le monde gréco-latin à propos de la couleur bleue. Et le recenseur soulignait que dans les fables de La Fontaine, dans les 3 livres de fables, jamais La Fontaine n'écrit le mot bleu. Est-ce que ça veut dire que La Fontaine était aveugle à la couleur bleue? Puis il prend un autre exemple, toutes les pièces de Corneille, jamais Corneille n'écrit le mot bleu. Est-ce que ça veut dire que Pierre Corneille ne voyait pas le bleu? Donc voilà, ça a fini par calmer un peu les polémiques et on s'est intéressé à la distinction donc entre perception et nomination. Ce sont 2 problèmes différents. Il y a quand même une exception dans la Rome antique, un dossier un peu à part, c'est ce qui se passe à l'hippodrome. Les courses de chars connaissent un grand succès à la fin de la République et surtout sous l'Empire. Et le nombre des écuries va en diminuant. Elles sont emblématisées chacune par une couleur. Au début, il y a les rouges, les blancs, les verts et les bleus. Et puis, les rouges et les blancs finissent par disparaître. Les écuries se regroupent et il n'y a plus sous l'Empire que l'écurie verte, les Prasini, et l'écurie bleue, les Veneti. Et en général, les patriciens et les empereurs soutiennent l'écurie Veneta et le peuple, la plèbe, l'écurie Prasina. Alors on a l'habitude de traduire par bleu et vert ces 2 mots. Prasinos, l'étymologie est assez solide, ça évoque le poireau, donc la couleur verte n'est pas très loin. Venetus, un mot pratiquement inusité en dehors de l'hippodrome, on le traduit par bleu. En fait, c'est la couleur des Vénètes, un peuple gaulois de la Vénétie actuelle. Est-ce que ça veut vraiment dire bleu? Je n'en suis pas tout à fait sûr. C'est plutôt géographique. Il y a l'écurie du Nord et l'écurie du Sud, ou l'écurie de Vénus et l'écurie de Neptune. C'est plus solide comme cela. Mais il y a des polémiques autour de ce mot Venetus, parfois traduit bleu. Au Moyen-Âge, en Italie, on est très discret autour de la couleur bleue, aussi bien sur les textes que dans la création artistique. Les pères de l'Église sont très peu bavards sur cette couleur. Évidemment, ils sont tributaires de la Bible. La Bible est un texte peu coloré.
Les termes de matière sont très abondants, les termes de couleur relativement rares. La Bible se colore un petit peu au fil des versions et des traductions, mais dans les versions en araméen et en hébreu, il n'y a presque rien en matière de termes de couleur. Les premières traductions latines ajoutent un peu de coloration. Par exemple, là où le grec disait une étoffe riche, le latin va dire un tissu rouge, et les traductions dans les langues modernes vont dire un vêtement cramoisi. Voilà, ça. Le texte biblique n'est pas du tout stable. Quand on étudie la Bible comme source documentaire, il faut bien savoir à quel état du texte on a affaire, quelle langue, quelle version, pour ne pas dire d'ânerie. Moi, je me bats contre mes étudiants médiévistes qui partent toujours des Bibles d'aujourd'hui, la Bible de Jérusalem et d'autres. C'est évidemment pas ça que les théologiens médiévaux lisaient, et l'écart est parfois considérable. Donc la Bible est peu bavarde sur les couleurs, et l'immense majorité des occurrences concernent le rouge, le blanc et le noir. Très peu de vert, très peu de jaune dans la Bible, et absolument pas de bleu. Alors les pères de l'Église qui commentent la Bible n'ont rien à dire sur le bleu. C'est une couleur presque oubliée pendant un millénaire, presque un millénaire, entre l'Empire romain tardif et les lendemains de l'an 1000. Il n'y a pas grand-chose, l'historien n'a pas grand-chose comme source autour de la couleur bleue. Ça explique aussi pourquoi le bleu est absent du système des couleurs liturgiques qui se met en place relativement lentement, d'abord en Italie, puis dans d'autres diocèses de la chrétienté romaine, avec des usages qui varient pas mal d'un diocèse à l'autre. Puis, à la fin du XIIe siècle, un personnage qui va devenir considérable, le cardinal Lothaire des Segni, va devenir le pape Innocent III, c'est-à-dire le plus grand pape de l'histoire de la papauté, et une autorité immense. Et quand il était jeune, il avait écrit un traité sur la messe avec un gros chapitre sur les couleurs liturgiques où il décrivait les usages du diocèse de Rome avec l'idée que ce diocèse doit servir de modèle aux autres diocèses de la chrétienté romaine. C'est ce qui va se passer à la fin du Moyen-Âge jusqu'au Concile de Trente, et le Concile de Trente va entériner ce qui vaut pour Rome doit valoir pour toute la chrétienté romaine. Et dans ce système romain des couleurs liturgiques, pas de place pour le bleu. Tout tourne autour du blanc pour les fêtes du Christ et de la Vierge, du rouge pour les fêtes de la Croix et de l'Esprit Saint et des martyrs, et du noir pour les temps d'affliction, de pénitence, les messes des morts et le vendredi saint, bien sûr. Et puis, le cardinal Lothaire ajoute, et le vert, quatrième couleur, pour les jours où ni le blanc, ni le rouge, ni le noir ne conviennent. Pas de bleu dans ce système, pas de jaune non plus, qui lui est représenté dans l'Église par la présence de l'or. Et ce système, confirmé par le Concile de Trente, est encore celui de l'Église catholique aujourd'hui, donc pas de bleu dans le système des couleurs liturgiques, sauf quelques exceptions ici ou là dans des diocèses très périphériques. En soi, c'est un document important. Pas de bleu non plus quand les auteurs du Haut Moyen-Âge parlent de l'arc-en-ciel, qui est un vrai système de la couleur. Ils sont assez bavards sur l'arc-en-ciel, ils vont l'être longtemps. Pas de bleu dans l'arc-en-ciel. Notre arc-en-ciel n'est vraiment mis en place avec ces 7 couleurs que à la fin du XVIIe siècle, lorsque Newton découvre le spectre. Avant la fin du XVIIe siècle, nous avons des milliers, des dizaines de milliers de descriptions et de représentations d'arc-en-ciel. Ils n'ont aucun rapport avec notre arc-en-ciel. Et il est probable que dans quelques siècles, les arcs-en-ciel qui vont nous suivre ne correspondront pas tout à fait à notre arc-en-ciel. Et alors, dans ces arcs-en-ciel du Haut Moyen-Âge, que ce soit des textes ou des images qui le mettent en scène, il n'y a jamais de place pour le bleu. C'est une couleur beaucoup trop faible pour trouver place dans un système aussi merveilleux que celui de cette espèce d'arche d'alliance
entre le ciel et la terre. Ailleurs qu'en Italie, en Europe, à partir du XIIe siècle, début XIIe et fin XIIIe siècle, il se produit un événement considérable. Quand j'étais jeune, j'avais appelé ça la Révolution bleue. En effet, une promotion de la couleur bleue dans de nombreux domaines. Promotion qualitative, promotion quantitative. La Vierge devient bleue dans les images. La Reine du Ciel commence à s'habiller en bleu. Se faisant les agents de promotion de la couleur, bien sûr. Le roi de France, à son tour, se met à s'habiller de bleu. Le premier à le faire, c'est Philippe Auguste. Jamais Charlemagne ne serait habillé en bleu, ça aurait été extravagant. Et si le roi de France s'habille en bleu, Philippe Auguste, surtout Saint-Louis, qui avait un goût personnel pour la couleur bleue, d'autres rois de la chrétienté, roi d'Angleterre, roi de la péninsule ibérique, commence à faire pareil en raison du prestige du roi de France. Et si les rois s'habillent de bleu, eh bien les princes, les grands seigneurs, et plus bas dans la hiérarchie sociale, on commence à s'habiller aussi de bleu, assez fréquemment. Les teinturiers européens, qui pendant des générations et des générations avaient été incapables de faire de beaux tons de bleu, en 3-4 générations font des bleus magnifiques au XIIe et XIIIe siècle. Non pas qu'il y ait un progrès dans la chimie des teintures ou une technique nouvelle, ils font des progrès comme toujours parce que la société leur demande de faire ces progrès. Ça marche presque toujours comme ça, hein, au fil de l'histoire. Il y a d'abord une demande sociale, idéologique, symbolique, et ensuite sciences et techniques suivent. Presque toujours, pas toujours, mais souvent, ça marche dans ce sens-là. C'est ce qui se passe. Donc, le bleu est valorisé. On le voit très bien dans la création artistique. Les vitraux bleus, hein, le fameux bleu de Chartres. Les deux bleus de Chartres, il y en a deux, sont pas nés à Chartres, mais à Saint-Denis. Saint-Denis, Vendôme, Chartres, Le Mans, etc. Donc, le vitrail, l'émail, l'enluminure accordent au bleu une place plus grande que précédemment. La couleur n'était pas complètement absente, mais elle était rare, elle était périphérique, elle n'était jamais au centre de l'image. Donc une promotion vraiment de la couleur bleue à laquelle l'Italie reste étrangère jusqu'à des dates avancées. Ce qui se passe en France, en Angleterre, en Allemagne, un peu plus tard dans la péninsule ibérique, ne touche pas l'Italie. Cette révolution bleue a du mal à franchir les Alpes avant des dates avancées, avant au fond le XIVe siècle et encore par étapes successives. Je vous cite un exemple qui est très pertinent à ce sujet, un document absolument exceptionnel au milieu du XIVe siècle qui s'appelle, nous sommes à Florence, la Prammatica del Vestire. C'est un décret vestimentaire lié à un ensemble de lois somptuaires en 1343-45, donc on est juste un peu avant la peste, la grande peste, qui oblige les femmes de la bonne société florentine d'aller montrer leur garde-robe à un notaire, le notaire de leur quartier, lequel doit détailler cette garde-robe, pièce de vêtement par pièce de vêtement, forme, tissu, couleur, décor, doublure, tout y passe. Et on a conservé par miracle la presque totalité de ce document absolument exceptionnel. Il était un peu endommagé par les crues de l'Arno en 1966. Il est conservé aux archives de l'État à Florence. Et il nous décrit presque 6000 pièces de vêtements d'environ 2500 femmes de la bonne société florentine. Florence a environ 100-110 000 habitants à cette époque. Pour l'histoire de la description, c'est un document absolument inouï. Mais pour l'histoire des couleurs aussi, parce que ces notaires font des efforts pour noter les couleurs, dans un latin un peu de cuisine, et même les nuances de couleurs, ils cherchent à aller au plus près. Et alors, pour l'historien des couleurs, on peut faire des statistiques, hein, que portent les belles dames de Florence en 1343 dans leur garde-robe. Elles portent du rouge, la couleur majoritaire, qui écrase tout. Elles portent du jaune,
Elle porte du vert, elle porte du blanc, c'est l'ordre hiérarchique, mais très peu de noir et très peu de bleu. La mode des étoffes bleues pour le vêtement, qui a déjà envahi la France et l'Angleterre par exemple, en Italie reste plus modeste. Et dans la seconde moitié du XIVe siècle, celle des noirs va augmenter, mais celle des bleus va rester un peu à la traîne. C'est un document très très important. Dans la création artistique, on voit les efforts de quelques peintres pour mettre le bleu au goût du jour, notamment en utilisant des pigments soit nouveaux, soit connus depuis longtemps mais qu'on n'utilisait guère. C'est le cas de Giotto, par exemple, au début du XIVe siècle, à Padoue pour la chapelle des Scrovieni. Il y a des bleus absolument magnifiques. Ça n'a pas tellement fait école. Aujourd'hui, nous sommes admiratifs devant ces bleus profonds, très denses, très saturés, qui ont été restaurés plusieurs fois. Alors que Giotto est pionnier pour beaucoup de domaines et très imité, pour l'emploi des bleus, il va falloir attendre des dates plus avancées, surtout au XVe siècle. Un certain nombre de peintres, comme Fra Angelico, seront des apôtres des bleus. Mais 150 ans plus tard, presque 130 ans plus tard. Donc l'Italie semble un peu rebelle à cette révolution bleue, en tout cas à ses débuts. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour voir enfin le bleu, les beaux bleus cultivés en Italie, plus d'ailleurs sur l'étoffe et le vêtement que dans la création artistique. On le voit bien dans l'organisation des métiers de la teinturerie à Florence, à Venise, à Milan, à Lucques et dans quelques autres villes d'industrie textile. L'industrie textile, c'est la grande industrie de l'Occident médiéval, donc les villes drapières sont toujours aussi des villes de teinturerie. À partir de la seconde moitié du XIVe siècle, en Italie, le corps de métier des teinturiers se divise en deux, où on est teinturier de rouge, et dans ce cas-là, on a aussi licence pour teindre en jaune et en blanc, un exercice difficile, où on est teinturier de bleu, et c'est vraiment nouveau, et on peut teindre aussi en vert et en noir. Donc les deux corps de métier sont différents. Il y a aussi des spécialisations par matière textile, la laine, la soie, le coton, les toiles. Mais pour la première fois, le bleu a un statut dans les métiers de la teinturier, même un statut relativement emblématique. Et au XVe siècle, on voit enfin des princes et surtout des princesses, des hautes dames porter des robes bleues déclinées dans des nuances de plus en plus subtiles. On le voit aussi dans l'importation de matières colorantes. Gênes, Pise, mais surtout Venise importe des matières précieuses venues d'Orient, notamment des matières colorantes qui sont redistribuées vers le reste de l'Europe. Venise, c'est la grande capitale de la couleur en Europe du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle, aussi bien pour la teinture que pour la peinture. Et l'arrivée de l'indigo asiatique à Venise, qui est relativement modeste au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, devient plus massive à partir de la fin du XIVe siècle et subira d'ailleurs la concurrence de l'indigo américain à partir du XVIe siècle. Donc, un goût pour le bleu qui commence à se développer, mais donc plus tard que dans les autres pays d'Europe occidentale. Et même chose pour les pigments. Le lapis lazuli, qu'on connaissait bien sûr, qu'on importait, mais timidement, il vient de mines qui sont situées en Afghanistan, c'est une pierre semi-précieuse, le lapis, mais qui, en peinture, permet de faire de très très beaux bleus, qu'on appelle bleus d'outre-les-mers, parce qu'ils viennent d'outre-les-mers. Le prix augmente d'ailleurs considérablement au fil des siècles, parce que l'avance turque en Méditerranée orientale gêne l'approvisionnement de produits asiatiques se dirigeant vers l'Occident.
Donc à Venise, on a la chance d'avoir des échelles de prix, décennie par décennie. On voit qu'on importe quand même plus de lapis, malgré le coût exorbitant, que dans les siècles précédents. Donc il y a un petit frémissement autour de la couleur bleue. Avançons dans le temps. Au début de l'époque moderne, la réforme protestante, qui est si favorable à la couleur bleue, touche très peu l'Italie, évidemment. Vous le savez, l'Église romaine, quand même, résiste mieux qu'ailleurs. Et alors, pour le bleu, c'est dommage, parce que les grands réformateurs protestants distinguent les couleurs honnêtes et les couleurs déshonnêtes, pour un bon chrétien. Et dans les couleurs honnêtes, il y a le noir, le blanc, le gris, le brun et le bleu. Il est dans le bon groupe. Calvin avait lui-même un goût personnel pour la couleur bleue. Les couleurs déshonnêtes, ce sont les couleurs trop vives, le rouge, le jaune et le vert, pour le vêtement, pour l'étoffe, pour la vie quotidienne, pour la peinture aussi. À partir des années 1560-80, on peut distinguer en Europe une palette protestante et une palette catholique. C'est pas du tout la même. Et alors en Italie, on résiste à ces morales protestantes, évidemment, elles n'ont pas lieu d'être. Et donc, elles entraînent ailleurs en Europe une promotion de la couleur bleue. C'est la deuxième grande étape de la promotion du bleu, après les 12e, 13e siècles. L'Italie reste un peu à l'écart, et quand elle lance et cultive à grande échelle la mode du baroque, vous pouvez tous observer que dans le baroque, dans la palette du baroque, le bleu est une couleur qui est pas absente, bien sûr, mais discrète par rapport au rouge, au jaune, et au doré, bien sûr, et au blanc et au vert. Donc, timidité, discrétion, modestie du bleu en Italie jusqu'à des dates avancées de l'époque moderne. Même le premier romantisme, qui est tellement favorable à la couleur bleue, il faut distinguer deux périodes romantiques. La première voit un culte au bleu, la deuxième un culte au noir. Le premier romantisme, c'est celui des souffrances du jeune Werther, de la poésie allemande, de Novalis et sa fleur bleue. Goethe donne à son héros Werther un habit bleu. On est en 1774, c'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps, les souffrances du jeune Werther. Et pendant 3 générations, les jeunes gens romantiques d'Europe s'habillent à la Werther, c'est-à-dire avec un habit bleu. En Italie, ça ne marche pas. C'est bon pour la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le nord de l'Europe, mais pas l'Italie. Ou alors timidement. Donc, il y a là des pistes pour s'interroger pourquoi cette résistance dans un pays où le ciel et la mer, à l'époque moderne, sont devenus bleus, à la fois dans la réalité et dans les représentations, et pourquoi ça va durer encore quelque temps. Un autre terrain sur lequel j'ai pu enquêter, c'est celui des manuels et des traités destinés aux peintres et aux teinturiers, imprimés, avec des recettes pour fabriquer les couleurs. Donc des beaux documents pour l'historien des couleurs, parce qu'il peut étudier, décennie par décennie, on en a beaucoup, le nombre de pages réservées à chaque couleur et l'ordre des chapitres dans ces traités et manuels. Par quoi on commence ? C'est frappant de voir que dans les traités et manuels manuscrits du Moyen-Âge, on commence toujours par le rouge. Dans les manuels imprimés, à partir du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, on commence par le bleu. Le bleu a pris la place du rouge. Et en nombre de pages, c'est à peu près la même chose. D'abord, beaucoup de pages et de recettes pour fabriquer des rouges, aussi bien en peinture qu'en teinture. À partir du XVIIe siècle, il y a plus de pages et de recettes pour fabriquer des bleus. Mais pas en Italie, où jusqu'en plein XVIIIe siècle, le rouge reste le premier chapitre dans ces ouvrages et celui qui a le plus grand nombre de pages. On ne peut pas s'aventurer trop loin sur ce terrain, mais c'est un document quand même en soi sur cette méfiance ou cette hésitation de l'Italie devant la couleur bleue. Alors, je saute quelques décennies et j'en arrive à des époques plus récentes,
même l'époque contemporaine, les enquêtes d'opinion sur les couleurs préférées. Nous avons la chance d'en avoir depuis les années 1880. Un très très grand nombre. Ça part d'Allemagne, ça s'étend à toute l'Europe, ça traverse l'Atlantique. Ce sont aussi des documents importants pour l'historien des couleurs. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que depuis 1880, en Europe en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les résultats sont toujours les mêmes. Quelle est votre couleur préférée? Et les réponses ne changent pas, malgré les changements de société, les nouvelles lumières, les nouvelles matières, l'apparition de l'électricité, tout ce que vous voulez sur les bouleversements en 120 ou 130 ans. Ça n'a pas d'impact sur quelle est votre couleur préférée. Les résultats sont à peu près les mêmes dans les différents pays d'Europe occidentale, les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Le bleu écrase tout. Une personne sur deux a le bleu pour couleur préférée, en gros, en Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, etc. Devant le vert, mais loin derrière. Puis le rouge, puis le noir, puis le blanc, et le jaune en queue de peloton pour les 6 couleurs de base. Mais si on affine un peu, on s'aperçoit que le pays où les réponses, le bleu est ma couleur préférée, sont les plus nombreuses en Europe, c'est l'Italie, aujourd'hui. Et depuis la fin du 19e siècle. En France, on est autour de 45% des réponses. En Allemagne, 40, 42, 45. En Espagne, autour de 40 seulement. En Italie, 55% des personnes interrogées, hommes et femmes pareillement, ont le bleu pour couleur préférée. Alors là, pour l'historien, c'est un choc. On a vu cette discrétion, voir ce côté mal aimé de la couleur bleue. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'aperçoit également que dire bleu en italien, et les différentes nuances de bleu en italien moderne, c'est un lexique extrêmement abondant qui nous est proposé, avec parfois des traductions difficiles pour passer dans d'autres langues en français. Et il y a même, beaucoup d'entre vous le savent bien sûr, 2 mots de base pour dire bleu en italien, blu et azzurro. Et ça fait 40 ans que je demande à des amis et des collègues italiens, mais parmi ces 2 mots, quel est le terme de base quand on énonce une liste de couleurs abstraites comme ça, bleu, rouge, vert, jaune? En italien, on va dire azzurro ou blu? Les réponses sont partagées. Blu est peut-être plus majoritaire, mais azzurro, qui ne signifie pas toujours bleu clair, hein, mais bleu, comme ça, de manière abstraite aussi. Et puis, il y a des termes de nuance, turquino, celeste, ceruleo, livido, etc. etc. Bref, aucun problème pour dire bleu en italien moderne, alors qu'en latin classique, ça n'était pas du tout le cas. Quel changement, hein, quel changement. Ce qui est frappant également, c'est le monde du sport. Depuis la fin du XIXe siècle, tous les sportifs italiens qui représentent leur pays, les équipes nationales, jouent en maillot bleu. C'est la couleur de l'Italie. Peut-être même plus encore que la couleur de la France ou la couleur de l'Écosse, autre équipe qui joue en bleu, la Squadra Azzurra. En plus, les sportifs italiens sont, dans beaucoup de domaines, bien meilleurs que les sportifs français, donc ils font triompher le maillot bleu dans un très très grand nombre de sports. Pourquoi bleu? Pourquoi ce maillot bleu alors qu'il n'y a pas de bleu dans le drapeau italien, qui est, comme vous le savez, vert, blanc, rouge? Il y a d'autres cas hein, où telle ou telle équipe sportive a pour couleur nationale une couleur qui n'est pas présente dans le drapeau. Mais en Italie, c'est vraiment très frappant. L'Italie sportive, c'est le bleu. C'est uniquement le bleu. D'ailleurs, quand une équipe italienne doit abandonner le bleu de son maillot parce qu'elle affronte une autre équipe qui joue en bleu, France-Italie par exemple, soit on tire au sort laquelle
va changer la couleur de son maillot, prendre son deuxième maillot, soit on considère que l'équipe visiteuse peut garder son maillot et c'est l'équipe qui reçoit qui change la couleur de son maillot. Mais les Italiens pensent que ça va leur porter malheur d'abandonner leur maillot bleu quand ils sont obligés de le faire. Et le pire, c'est que si on étudie les résultats, en effet, ça semble leur porter malheur. C'est d'ailleurs pareil pour la France. Hein. Quand la France quitte le bleu pour un maillot blanc, ça va encore. Pour un maillot rouge, en rugby comme en football, ça ne porte pas chance aux sportifs français. Alors, d'où vient ce bleu ? D'où vient d'ailleurs le vert du drapeau italien, hein, qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, après les turbulences dans le prolongement de la Révolution française. On crée un certain nombre de républiques dans le nord de l'Italie, la République cisalpine notamment, qui, à partir de 1797-98, s'emblématise déjà par un drapeau vert, blanc, rouge. D'où vient ce vert ? J'aurais pu faire une conférence, le vert de l'Italie, avec une énigme. D'où vient ce vert ? On a beaucoup épris, on a souligné beaucoup d'hypothèses. On a souligné le rôle de Bonaparte, il n'est pas encore Napoléon. Il a un amour pour l'Italie et un amour pour la couleur verte. Hein. C'est un des premiers personnages dont on connaît presque à coup sûr sa couleur préférée. Précédemment, c'est assez difficile. Néron, peut-être. On pourrait avancer pour un autre amateur de la couleur verte. Beaucoup de témoignages vont dans ce sens. Enfin, en général, on ne sait pas. Bonaparte, c'est certain. Il aimait le vert. Devenu Napoléon, il a continué d'aimer le vert. À Sainte-Hélène, il est mort à cause de la couleur verte. Enfin, c'est l'hypothèse la plus solide. Hein. Il a fait tendre les murs et le mobilier de papier et de tissu teint avec un nouveau vert très beau, mais à base d'arsenic, qui sous les climats tropicaux dégageait des vapeurs qui l'ont peut-être empoisonné. En tout cas, c'est possible qu'il ait joué un rôle dans ce vert italien, associé aux couleurs héraldiques de la maison de Savoie, le blanc et le rouge. D'autres hypothèses circulent. En Italie, aujourd'hui encore, on dit que c'est l'Église qui dit, ce sont les trois couleurs théologales, des vertus théologales, le vert de l'espérance, le blanc de la foi, le rouge de la charité, ou plus trivialement, le vert des pâturages, de la plaine du Pô, le blanc des cimes enneigées, et le rouge de la Révolution en marche pour les premières attestations du drapeau. Tout cela ne résiste pas à l'analyse, bien sûr. Ce n'est pas un cas unique, d'ailleurs. Quand on cherche à comprendre pourquoi un drapeau se présente tel que nous le connaissons, historiquement, quand ça s'est passé, bien souvent, on ne sait pas. Et il vaut mieux ne pas savoir, d'ailleurs. Un drapeau se doit, pour être pleinement, symboliquement fort, être entouré d'un certain mystère. Si on sait tout sur les origines d'un drapeau, il perd beaucoup de sa force symbolique. Mais souvent, on ne sait pas. Hein. Même les pays qui ont accédé récemment à l'indépendance, en Afrique par exemple, dans les années 1960, aujourd'hui encore, on ne sait pas qui a choisi, pour dire quoi, dans quel contexte. Et naturellement, toutes sortes d'explications a posteriori viennent se greffer sur ce mystère des origines. Explications a posteriori qui sont elles-mêmes aussi des documents d'histoire, bien sûr, mais enfin, ça n'explique rien. Même notre drapeau tricolore est entouré d'un assez fort mystère des origines. Quelquefois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a quelques années, j'avais dit devant un public grec dont le drapeau est bleu et blanc, magnifique le drapeau grec, que le bleu et le blanc n'étaient ni la couleur de la mer ou du ciel pour le bleu, ni la couleur des maisons pour le blanc, ce que beaucoup de Grecs pensent, mais que c'était, et jamais j'aurais dû dire ça, que c'était les couleurs de la Bavière. Le premier roi de la Grèce indépendante, dans les années 1830, c'est le fils cadet du roi de Bavière qui arrive à Athènes avec ses couleurs, les couleurs de la Bavière. Dire ça en grec,
ce qui historiquement est fondé, mais il vaut mieux ne pas le dire ça en Grèce en tout cas. Alors c'est pareil pour l'Italie, on ne sait pas trop pourquoi le drapeau est vert, blanc, rouge et pourquoi les équipes italiennes jouent en maillot bleu. Une hypothèse relativement solide vient de ce que sur les drapeaux à l'époque monarchique, jusqu'à la chute de Victor Emmanuel III, on inscrit dans le blanc du drapeau vert, blanc, rouge l'écusson de la maison de Savoie qui est rouge avec une croix blanche, et pour que les deux blancs ne se touchent pas, on met à cet écusson une petite bordure bleue d'azur. Ça pourrait expliquer que ce bleu ait pris de l'importance, ça m'étonne un peu quand même. Une autre piste plus solide, c'est qu'à côté de ces couleurs vexillologiques, vert, blanc, rouge, et héraldique, rouge et blanc, la maison de Savoie avait aussi une couleur, on pourrait dire dynastique ou domestique plutôt, la couleur de la livrée du personnel de la maison de Savoie, qui était le bleu. Et là, c'est documenté depuis le XIVe siècle. C'est peut-être ça qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, quand les premières équipes nationales italiennes, sous régime monarchique, jouent déjà en maillot bleu. Ça reste quand même un mystère, mais ça peut expliquer cet amour qu'ont les Italiens, qui ont beaucoup d'amour pour le sport, plus que les Français, pour la couleur bleue. Tous leurs sportifs jouant en bleu, dans les enquêtes d'opinion sur la couleur préférée, le bleu vient en tête, et par rapport aux pays voisins, encore plus que dans les pays voisins. Pour moi qui suis familier de la Rome antique et de la discrétion, voire du discrédit de la couleur bleue, il y a là, 15 ou 20 siècles plus tard, un document tout à fait intéressant, l'histoire d'un renversement de valeur et d'une promotion tardive de cette couleur. Merci à tous. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Nous avons 10 minutes pour des questions. Alors ici, question rapide, hein, puisque s'il y en a plusieurs... Parlez fort. Et parlez fort. Dans le micro qui arrive là, juste derrière vous. Comment pourrait-on expliquer que selon certaines études de psychologie, on associe le caractère des personnes à différentes couleurs, dont le bleu, rouge, vert et jaune? Selon un questionnaire, on répond à différentes questions et les psychologues associent le caractère, le comportement de la personne à une couleur. Est-ce qu'il y a des études là, sur ce point? Oui, il y a de nombreux livres, des tests de personnalité. Le plus célèbre est le test de Lucher. On vous demande de classer des couleurs par ordre de préférence, ordre décroissant, et on en tire des conclusions sur votre profil psychologique. Il y a même des firmes qui, à l'embauche, font passer ces tests chromatiques pour voir si le profil du candidat correspond au profil du poste à pourvoir. C'est du charlatanisme total. Je ne crois absolument pas au rapport entre caractère individuel, goût pour les couleurs. Nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons en société. Donc, nos goûts ou nos dégoûts passent toujours par le regard des autres. Même ceux d'entre nous qui font exprès de ne tenir aucun compte du regard des autres montrent par là même qu'ils sont encore plus influencés par le regard des autres, puisqu'ils le fuient, que les gens normaux qui tiennent compte du regard des autres. Ce que l'historien, le sociologue, le politologue, le psychologue peut cerner, c'est les rapports entre couleur et société, ou groupe social, ou milieu social. Mais individu, ça échappe pas mal
à l'analyse, ça dépend de l'histoire de chacun, de sa sensibilité, de son tempérament. C'est très très difficile de généraliser. En outre, ça vieillit très vite. Hein. Prenez un livre très célèbre comme celui de Vladimir Kandinsky, du spirituel dans l'art. Je sais plus, en allemand ça doit être 1911 et pour le français une date plus récente, où il se lance dans les horizons psychologiques liés à telle ou telle couleur, ce qui nous raconte d'une part semble très vieilli aujourd'hui, ça a un siècle, et de l'autre n'être valide que pour Kandinsky lui-même, mais pour lui c'est valable pour la planète entière. Hein, donc, et pourtant j'aime Kandinsky et j'aime le Bauhaus, mais donc d'autres ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je ne crois absolument pas à ce genre de choses qui est très culturel avec des variations selon les époques et les sociétés. Au Japon, par exemple, on est assez étonné que le bleu soit une couleur calmante pour les Européens et le rouge une couleur excitante. Ça nous semble évident pour nous. Pour les Japonais, il y a des blancs qui sont particulièrement toniques, d'autres plus calmants. Là, on a du mal à comprendre. Nous, donc on ne peut absolument pas généraliser dans ce domaine. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Oui, là-bas. Vous avez parlé de l'indigo, mais pas du pastel. Est-ce que les Italiens ont utilisé le pastel? Parce que quand même, il y a eu une fortune du pastel dans le Lauragais, et c'est pas très loin. Pas de pastel en Italie du tout? Alors oui, ce que vous appelez le pastel, c'est le produit qu'on tire de la guêde, une plante qui pousse assez facilement sur de nombreux terroirs, frais et un peu humides. Toute la plante a des vertus tinctoriales, on en tire une pâte, le pastel, qui permet de teindre dans de très beaux tons de bleu, un peu mat. L'indigo, qui lui est exotique, qui pousse en Asie, en Afrique, en Amérique, a les mêmes vertus, mais donne des tons plus profonds et peut-être plus lumineux, mais plus foncés aussi. Donc en Italie, à la fin du Moyen-Âge, quand la mode des bleus arrive enfin, avec 2 siècles de retard par rapport à d'autres régions d'Europe, on importe l'indigo asiatique. On croit d'ailleurs que c'est un minéral et pas un végétal, parce que ce sont des blocs de pâte d'indigo qui arrivent. On dit la pierre d'indigo, et on va le dire jusque des dates avancées dans l'époque moderne. Mais on cultive aussi la guêde, notamment en Toscane, où la demande en bleu vient de grandir. Donc on produit du pastel, qui coûte moins cher bien sûr que l'indigo. Et quand, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, on va importer massivement l'indigo américain, malgré les mesures de protectionnistes pour la guêde européenne, les producteurs de guêde en Toscane vont être ruinés, comme ceux de Picardie, comme ceux du Languedoc, comme ceux de Thuringe, et ainsi de suite. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé du coup de l'adoption assez tardive du bleu en Italie au XIVe, au XVe siècle. Est-ce qu'il y a des raisons, des hypothèses qui sont soulevées pour expliquer ce retard de 2 siècles par rapport à la révolution bleue du XIIe siècle en France ou ailleurs? Merci. Oui, on est là dans des domaines évidemment où l'historien travaille avec son flair tout autant qu'avec des documents. Hein. C'est une impression d'ensemble que j'ai. Les dossiers que j'ai présentés vont dans ce sens. On ne peut pas avancer d'enquête vraiment chiffrée. Et les raisons qui expliqueraient ce décalage font que l'Italie, c'est l'Italie, qu'une bonne partie du territoire dépend des autorités ecclésiastiques, que dans le monde ecclésiastique, le bleu joue un rôle très très faible, aussi bien dans les couleurs liturgiques, comme je l'ai dit, que dans le vêtement des prélats et toute la hiérarchie du costume
ecclésiastique, hein, qu'il soit pour les circonstances profanes ou pour le culte. Dans l'héraldique italienne, j'aurais dû en dire un mot aussi, parce que ça va dans le même sens. On peut faire des statistiques avec les armoiries très précises, et on s'aperçoit qu'il faut attendre le XVIIIe siècle pour que le bleu, dans l'héraldique italienne, devient enfin, comme dans d'autres pays, une couleur de premier plan. Avant, il est présent bien sûr, mais il est légèrement en retrait par rapport aux autres couleurs. Seul le vert est derrière lui. Donc, les raisons, je ne peux pas en avancer une seule, mais seulement un faisceau de raisons. C'est un document en soi qui invite à réfléchir et à enquêter collectivement, bien sûr. À qui le micro? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir à quel moment et pour quelle raison attribue-t-on le bleu aux garçons? Oh, c'est très tardif. La façon de genrer les couleurs, c'est très relatif. Dans les sociétés anciennes, le rouge, c'est la couleur des guerriers, c'est la couleur virile. Un soldat, ça doit se voir, ça doit être en rouge, hein, dans l'armée française jusqu'à des dates très avancées, comme vous le savez. À partir du Moyen-Âge, le bleu est plutôt une couleur féminine, c'est la couleur de la Vierge, ça devient plus ou moins la couleur des femmes, et l'inversion se fait lentement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Si je vous dis aujourd'hui le rouge est féminin et le bleu masculin, ça ne vous choque pas, mais ça aurait choqué quelqu'un vivant au XIIe et XIIIe siècle, certainement. Et alors, rose pour les petites filles et bleu ciel pour les petits garçons, c'est une déclinaison pastelisée en quelque sorte du rouge et du bleu. Mais pour habiller les bébés, jusqu'à des dates très avancées, c'est le blanc, la couleur des nourrissons. Hein. Pour avoir ce système des couleurs rose et bleu ciel, il faut avoir sur les tissus des couleurs grand teint et l'invention de la machine à laver, c'est-à-dire les années 1930. Avant, le système ne concerne que les couches supérieures de l'aristocratie et le monde des princes, où là on peut se permettre des lessives répétées avec un personnel domestique très abondant. Et ça apparaît, ce système, dans l'Europe protestante, pas dans l'Europe catholique, donc la Vierge n'y est absolument pour rien, sous la reine Victoria, vers la fin du règne de Victoria en Angleterre, avec des hésitations au début. Il y a des garçons roses et des petites filles bleu ciel, puis inversement, ça ne se stabilise qu'après la Première Guerre mondiale, et ça ne s'étend au reste de la société que après la machine à laver, hein, qui est l'invention de la machine à laver, c'est une note considérable hein, dans l'histoire du vêtement et dans l'histoire des couleurs. Donc d'abord États-Unis, Canada, puis Europe occidentale. Eh bien, merci beaucoup aussi d'avoir répondu à ces questions. Nous sommes parfaitement à l'heure, donc nous pouvons remercier.